Coucou, je vais me lancer dans un truc tout à fait nouveau. Rien que pour toi, je vais te faire un petit tuto sur pourquoi j'ai décidé de pas acheter de voiture électrique. Alors tu vas voir que c'est pour t'illustrer un peu ce que je t'avais dit, pourquoi c'est pas simple en fait de comprendre ces histoires de d'énergie renouvelable. Et en fait ça par contre j'ai un peu réfléchi, donc je voulais te faire partager ce que j'ai conclu. Donc derrière ça, il y a plein de problèmes. Parce que là, le problème de départ de ces voitures électriques, c'est les émissions de CO2. Alors, pourquoi on a des problèmes d'émissions de CO2? Parce qu'on a des réchauffements climatiques. Donc ça je pense qu'on te l'a suffisamment embâché. Donc les émissions de CO2 et les réchauffements climatiques, ça te fait en gros un truc qui va ressembler à ça. Donc si mon truc veut bien marcher. Voilà, donc ça c'est l'évolution de la température moyenne sur la Terre en fonction du temps. Donc ça c'est des datas qui sortent de la NASA, donc ça sort du site de la NASA, donc c'est pas moi qui les ai récupérées, mais enfin je pense qu'elles sont pas trop connes. Puis là-dessus il y a un certain consensus, donc on va penser que c'est bon. Donc évidemment, bon là, de ce côté-là on n'a plus de data. Et puis là, alors, on les a en fait, mais j'ai plus les data. Les data après, de ce côté-là, je les ai pas. Donc là, ils ont mis une période de référence. Alors, c'est pas que c'est une période de référence, donc comme mis 0 arbitrairement. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de bruit sur cette courbe, hein. Donc, évidemment, il y a des fluctuations rapides qui sont toujours présentes, hein. Donc, quand les gens comparent une année sur l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Par contre, on s'aperçoit que sur 2017 par rapport à 1880, pardon, par rapport à 1950, on a déjà pris 1 degré. Alors 1 degré, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, parce que si on regarde sur des périodes géologiques, c'est rien 1 degré, hein. La question qu'il faut se poser, c'est en combien de temps ça? 1 degré, c'est beaucoup si on regarde ça sur une période de 20 ans. C'est énorme sur 20 ans. Dans l'absolu, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire sur les fluctuations géologiques de la Terre, c'est pas beaucoup. Mais 1 degré en 20 ans, c'est énorme. Alors, euh, comme donnée de référence, on peut savoir que par exemple, entre une ère glaciaire et une ère intermédiaire comme on connaît aujourd'hui, on a 5 degrés de différence sur les températures moyennes. D'accord. Donc là, évidemment, on n'a rien pour l'instant, c'est sur 1 degré, hein. Mais on voit que si on grimpe par là assez vite, bon, on a des catastrophes qui se produisent déjà assez rapidement. Ok. Donc on a quand même un échauffement qui est très rapide. Donc il faut regarder si je fais en tête, 5 degrés, on passe d'une ère glaciaire à une ère qui est intermédiaire. Voilà. Je sais pas si c'est... Quand on parle ici des réchauffements ici, ce sont des températures moyennes, alors qui sont calculées, en plus je ne sais pas trop comment, avec un certain nombre de capteurs à ces endroits de la Terre, mais ce sont bien des températures moyennes. Alors il faut savoir que le climat sur Terre est donné essentiellement par les océans. Par exemple, la température en Europe, enfin en France, du sud de la France, hein, bon, je parle pour la France, hein, parce que bon, je sais pas, pour les autres pays, je sais pas comment ça marche, donc je sais pas trop bon, pour les habitants d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Mais en France, on a à peu près, je crois que c'est Bordeaux qui est sur la même latitude que Montréal ou un truc comme ça. Bon, ça, il faut regarder sur le web. Et on a un climat beaucoup plus chaud que ces pays-là. Pourquoi? Parce que notre climat est donné par le Gulf Stream, qui passe qui longe l'Espagne et qui remonte comme ça. Si on change le courant de ce Gulf Stream, on peut refroidir localement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la température moyenne, oui, elle augmente, mais ça ne veut pas dire que localement, on ne peut pas avoir des refroidissements. D'accord, donc la température moyenne augmente, mais localement, on peut avoir des refroidissements. Donc c'est pas du tout homogène. Cette courbe-là, c'est une valeur moyenne, c'est pas quelque chose d'homogène. D'accord. Et alors, ce carbone, en fait, alors pourquoi c'est le carbone qui est responsable de le réchauffement? C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors l'effet de serre, bon, on appelle ça comme ça parce que c'est ce dont se sert dans les jardins pour faire pousser les plantes. La permaculture, on fait un truc traditionnel, on fait pousser les plantes avec ça. Donc le système, il est très simple. Donc j'ai une terre, je vais faire une belle terre pour une fois.
attends, parce que j'ai un outil pour faire la terre, moi, c'est vachement balèze. Donc attends, j'ai un outil pour faire les terres, là. Non, il n'est pas là, mon outil pour faire la terre, il est là. Il est par là. Voilà, normalement avec ça, je fais une belle terre. Voilà, j'ai une belle terre qui est là. Terre qui est balèze. Donc ma terre, elle reçoit du soleil. Alors le soleil, elle le reçoit essentiellement, elle le reçoit dans le visible. Donc le visible, c'est le rouge, le vert, le bleu, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça arrive sur la terre à partir du soleil, qui est là-bas. J'aurais dû faire un gros soleil aussi, comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est mon soleil. Donc le soleil, il émet dans bien plus de longueur d'onde que ça, mais en fait, comme on a quand même l'atmosphère qui filtre, essentiellement, ce qui arrive en bas, c'est le visible. Alors en fait, c'est nous qui nous sommes adaptés au visible par l'évolution, hein. L'évolution a adapté notre œil au visible. Donc ça refait, c'est dans le visible que la transmission de l'atmosphère est maximale. Donc le soleil, nous, la Terre, elle reçoit du visible. Bon, elle chauffe, hein, parce qu'elle reçoit du visible, elle chauffe, et elle va réémettre. Mais alors, il se trouve que comme elle réémet, alors pour un processus un peu compliqué, elle réémet essentiellement dans une longueur d'onde différente qui est de l'infrarouge. Et cet infrarouge-là, par contre, lui, il a une barrière ici. Parce que lui, il ne traverse pas l'atmosphère. Donc lui, paf, il est renvoyé. Et donc, étant renvoyé, il va contribuer à chauffer. Voilà. Donc tout le problème, il est là. C'est que quand il est renvoyé vers le sol, il contribue à chauffer. Alors les serres, c'est pareil, hein, c'est pour ça qu'on met les trucs sous serre. Donc quand on met ce film de plastique là, sur les serres, c'est la même chose qui se passe. Le raisonnement, il rentre, il est dans le visible, hein, puisqu'on voit à travers le film de serre. Par contre, quand il est réfléchi par la Terre, il est dans l'infrarouge, on ne le voit pas. Par contre, il est capturé par cette membrane de plastique. Et donc, il est emprisonné. Donc, il fait chaud dans la serre, rien qu'avec sa petite membrane de plastique qui retient les rayonnements infrarouges. Et alors, ce qui se passe, c'est que plus il y a de CO2, plus l'atmosphère réfléchit. Réfléchit l'infrarouge. Et donc, plus ça chauffe. Voilà. Essentiellement, c'est ça le problème. Voilà. Alors, ceci étant dit, il y a toujours eu l'effet de serre. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'effet de serre est absolument nécessaire pour qu'on ait de la vie sur la Terre. C'est-à-dire que si tu enlèves l'effet de serre, l'eau, elle est à l'état de glace sur la Terre partout. Il n'y a pas de vie sur Terre si tu n'as pas d'effet de serre. D'accord? Parce que l'eau sera en glace tout le temps. Et donc, on n'a pas de liquide sur Terre sans effet de serre. Donc, il faut de l'effet de serre. Le problème, c'est qu'actuellement, il s'emballe. D'accord? Mais il y en a toujours eu et il faut de l'effet de serre. Okay. Le problème, c'est qu'actuellement, ici, on a un phénomène qui est que ce mécanisme-là est en train de s'emballer. Et donc, tout ça se met à se réchauffer à des températures très élevées. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est même l'effet de serre, il ne s'agit pas de le supprimer, parce qu'il y a toujours eu l'effet de serre, il est absolument nécessaire à la vie sur Terre. Alors maintenant, un truc qui me semble très important, c'est de regarder où sont les sources de CO2. Sources de CO2. Alors là, je vais prendre un truc qui est, je dirais, qui est vraiment du côté des des écolos, qui est simplement un truc qui vient du GIEC lui-même, hein, du geste lui-même. Du GIEC lui-même, donc c'est ce truc-là.
Attendez, faut que j'arrive quand même à le faire apparaître. Il faut que je me coupe le son de... Donc c'est ce graphique-là. Donc c'est sur les différents productions, émissions de gaz à effet de serre. Alors on voit que la situation, elle est quand même assez complexe, finalement, mais c'est pas celle qu'on croit, forcément au départ. On s'aperçoit qu'on a finalement, si on regarde ces graphiques, donc on peut grouper, je dirais, deux choses. D'abord, agriculture et déforestation, on peut le grouper parce que c'est souvent des choses qui vont ensemble, parce que souvent on déforeste pour faire l'agriculture. Donc ces deux côtés, on peut les grouper ensemble. Et ici, bâtiment et construction, on peut souvent le faire ensemble aussi, hein, c'est toujours la même chose. Et ici, autre industrie et transport. Donc on s'aperçoit qu'on a... Alors, autre industrie, c'est très compliqué parce qu'en gros, c'est un fourre-tout dans lequel on met tout le reste. Donc c'est très dur à analyser. Donc ces 20% là, c'est très dur d'agir dessus parce que c'est tout et n'importe quoi. C'est tout le reste. Par contre, ce qui est clairement identifié, c'est ça. Donc l'agriculture et la déforestation, le bâtiment qui est là, et le transport, qui fait 16%. Et dans les transports, vous avez beaucoup, c'est l'avion. D'accord, pour les particuliers, c'est l'avion. Mais c'est pas si énorme que ça, c'est jamais que 16%. Par contre, vous avez deux trucs qui sont importants, c'est que le bâtiment et l'agriculture, vous êtes déjà à la moitié des gaz à effet de serre. Et vous voyez qu'ici, la gestion des déchets, donc tout ce qui est recyclage et tout ce bordel, c'est jamais que 3%. Donc en fait, ce que ça vous dit ici, c'est que vous avez des pollueurs qui sont clairement identifiés ici, essentiellement agriculture, déforestation, le bâtiment et le transport. Une fois que vous avez résolu ces trois problèmes, vous avez résolu le problème d'émissions de carbone. Là, c'est très clair. Okay. Donc en fait, là, on a une première approche pragmatique, et ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est important de dire, c'est que quand on veut faire baisser des émissions de gaz à effet de serre, il faut jouer là, là et là. D'accord. Ça sert à rien faire de la morale avec recycler votre papier, etc. Là, on tombe dans le 3% qui est là, et en fait, ça sert à rien. Okay. Donc, je vais montrer un autre graphe qui va dans le même sens. Voilà, alors cet autre graphe qui va dans le même sens, il vous dit essentiellement ce que vous devez faire pour réduire votre empreinte carbone. Alors ça, c'est à mon avis le graphe le plus intéressant, et c'est ce que je disais. Quand on ne met pas des chiffres, on tombe sur des choses qui sont assez fausses, en fait. Parce qu'on voit que beaucoup de gens se disent finalement on va réduire notre empreinte carbone en faisant des tas de choses, ce qu'on appelle les éco-gestes. On s'aperçoit que les éco-gestes, donc si on veut réduire son empreinte carbone en tonnes équivalent carbone émis par an, ben on s'aperçoit que essentiellement, vous voyez ici, il y a des exemples, changer son ampoule, aucun intérêt. Étendre son linge, utiliser un sèche-linge, pas grand intérêt. Recycler le papier, les machins, ça n'a aucun intérêt. Laver son linge à l'eau froide, ça change pas grand-chose. Là où on commence à être intéressant, si on veut vraiment être intéressant, alors ne pas avoir d'enfant, alors ça, je pense que pour toi et moi, c'est un peu fini. Alors là où c'est intéressant, ne pas avoir d'aisance et renoncer à un vol transatlantique par an. Donc moi, j'en ai pas fait depuis longtemps. Et ne pas avoir de voiture. L'énergie verte, je sais pas s'il faut s'abonner à un truc d'énergie verte. Donc ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais essentiellement, voilà, si on voulait vraiment faire des gestes écologiques, ça nous coûterait quand même beaucoup en niveau 10, parce qu'il faudrait pas de voiture, 2, pas d'avion. Ça, c'est clair. 2, pas d'avion. Déjà ça, on serait pas mal. Et puis 3, alors s'il y a un truc quand même qui est assez facile à faire, il faudrait qu'on devienne végétarien. Alors pourquoi devenir végétarien? En fait, essentiellement pour ça. C'est-à-dire que ça consomme beaucoup d'émissions d'effet de serre. Donc si on pouvait éviter de devenir végétarien, on enlèverait tout dans cette case. L'avion, c'est pour tout jouer sur cette case. L'avion et la voiture, ça serait pour jouer sur cette case-là. Et on s'aperçoit que tout le reste, ma foi, et c'est logique, parce que si on regarde un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est dans les 3% qui sont là. Donc on pourra faire tout ce qu'on veut là-dessus, ça ne change rien. Autrement dit, quand on est au bureau ou chez soi, on peut mettre une case de papier recyclé, ça fait du bien pour la conscience, mais en termes d'efficacité sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près zéro. Voilà. Donc voilà, la conscience, ça est là. Moi, je prends pas l'avion.
J'ai une voiture qui roule assez peu. Alors, j'ai fait mon bilan carbone, en fait, je suis plutôt bon. Si je voulais vraiment sauver la planète, il faudrait que je devienne végétarien, mais c'est presque le cas. Donc, je sais pas, je vais peut-être y travailler un peu. Bon, alors maintenant, on va revenir à ce qui m'intéresse directement, c'est la production d'électricité. Donc en fait, déjà là, ce qu'on a vu, et ça c'est un peu ce que je te disais, pas au téléphone, mais c'est qu'en fait, dans ce truc tu vois, c'est typiquement un truc où si on met pas des chiffres, on se fait piéger, parce que c'est pour ça que tu entends toujours les gens parler Bah, je vais te donner un exemple qu'on avait fait au labo. On avait fait un bilan des- de- de- d'écologie du labo, enfin, l'opération labo vert, je sais pas, un truc comme ça. Puis on avait fait un groupe d'études, puis on avait dit aux gens, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour améliorer le labo. Et les gens avaient tous dit, on va mettre des papiers recyclés dans la photocopieuse, c'est vrai qu'on consomme beaucoup de papier, on va mettre des arceaux pour les vélos, etc. Et puis on avait fait notre étude, et ce qu'on a trouvé de façon évidente, hein, c'était prévisible, il fallait qu'on arrête d'aller dans les quatre coins du monde tous les 2, 4 matins pour aller faire une conférence, pour aller voir nos copains qui sont à Tahiti, enfin pas à Tahiti, mais qui sont aux États-Unis ou au Japon. On a tous des copains aux quatre coins du monde. Bon. Et bah, on a dit, bon, bah, ok. Donc on va faire une politique simple. On va dire que les gens ont droit à se déplacer une fois par an outre-Atlantique. Ou au Japon dans l'autre sens, c'est-à-dire outre je sais pas quoi. Ah, là, c'est un tollé, si tu veux. C'est-à-dire que les gens disent, comprenez, moi je fais de la science, faut y aller partager avec machin, un truc, il y a des conférences importantes, etc. Donc, personne n'a voulu faire ça. Donc les gens étaient tous pour. Alors, je sais pas où ça en est, hein, je te dis ça, j'ai suivi ça, c'était il y a un mois, on en était là. Donc les gens ont tous été d'accord pour mettre du papier recyclé dans la machine ou pour imprimer que 2 fois leur truc et pas 3 fois. Par contre, personne n'était d'accord pour effectivement faire la seule chose qui serait efficace dans le labo. C'est la seule chose qui serait efficace, hein, parce que le reste, en fait, on est assez écolo dans le labo. Qui serait de réduire leur voyage transatlantique pour aller aux États-Unis. On va surtout aux États-Unis. Les États-Unis, Japon, c'est les deux destinations. Donc en fait, ce que ça montre bien, c'est que quand tu mets des chiffres, tu as cette surprise d'arriver au fait que voilà, il faut arrêter de prendre l'avion. Et qu'évidemment, personne ne voulait arrêter de prendre l'avion parce que bah, faire l'écologie, c'est un peu désagréable. Parfois ça pique un peu. Et alors j'étais bien amusé parce que là, c'est vraiment un truc qui a du mal à passer de dire voilà, vous allez qu'une fois aux États-Unis par an. Bon, moi je pense personnellement qu'avec le Zoom et tout ça, on peut très bien ne pas aller aux États-Unis qu'une fois par an parce que des fois ils y vont pour 2 jours et je trouve que c'est un peu. Voilà, pas forcément très intéressant. Donc la production d'électricité, c'est là où on va venir pourquoi j'ai pas acheté de voiture électrique, ce que je voulais te dire. La production d'électricité, essentiellement, il y a bon, 2 types qui existent. Hein. Donc il y a le nucléaire. Il y a, il y a le gaz, le charbon et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il y a l'hydroélectrique. Donc ça, c'est ce qui est utilisé actuellement. Alors, ce que je vais te raconter, ça marche pour chez moi, d'accord. Euh, Parce que c'est très différent à l'autre. Alors, ça, c'est ce qui est en place actuellement. Donc ça, c'est actuellement. Alors, ce qu'on veut mettre en place, c'est les énergies dites alternatives. Bon, alors, je pense, sans trop dire de bêtises, que les seuls qui sont vraiment étudiés, c'est l'éolien et les panneaux solaires. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait faire. Bon, quand on écoute les gens. Alors, l'avantage, c'est que... Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, hein. Ça, le nucléaire, c'est un gros avantage. C'est que quand tu fais du nucléaire, tu as zéro émission de gaz à effet de serre. Alors, zéro.
C'est ce qui fait qu'en fait, dans les challenges de gaz à effet de serre, la France est très bien placée parce que notre société elle est nucléaire et donc tu as zéro émission d'effet de serre. Alors, pas tout à fait, hein. Donc si je te donne l'exemple de la France, comment elle marche actuellement. Donc on a 52 tranches de réacteurs nucléaires. Donc ça, je m'étais renseigné justement pour acheter ma voiture. Nucléaire qui font 1,3 gigawatts chacun. Le total, on a 70 gigawatts disponibles. Alors on n'a pas que du nucléaire. On n'a pas que du nucléaire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux jamais avoir que du nucléaire pour une raison simple, c'est que le nucléaire, ça te fait le travail de fond. Je dirais le nucléaire, c'est un peu comme un smirmorque, tu le mets en marche, ça te fournit la puissance de fond, ça ronronne, c'est très bien, mais tu peux pas moduler la demande très vite avec du nucléaire. Donc tu as forcément des centrales à gaz derrière qui te permettent d'amortir les fluctuations rapides, parce qu'une centrale à gaz, par contre, ça permet de monter ou de baisser la production très rapidement. Donc tu as toujours des centrales à gaz qui permettent d'amortir les fluctuations rapides. Donc tu n'auras jamais pas de gaz du tout. Et la deuxième chose, c'est que c'est pour ça que quand le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité augmente. Ça, c'est le petit paradoxe que je n'avais pas compris avant de m'étudier ce problème. Donc on a 70 gigawatts disponibles en France. Donc ça, on reviendra sur ce chiffre pour mon problème de voiture. On a 52 réacteurs nucléaires en France. Et on a donc des réacteurs du gaz. Donc le gaz, on l'achète essentiellement, alors à peu près à 50% en Algérie, 50% chez Poutine. C'est à peu près ça les chiffres. L'hydroélectrique, on en a pas mal, mais actuellement, on est saturé d'hydroélectrique. En France, on fait plus de barrage. Il n'y a plus le relief pour faire du barrage. Et les énergies alternatives, ben, ça se développe le plus qu'on peut. Alors, quel est le problème de tout ça? Le problème, c'est que ça, c'est les énergies qu'on a à la demande. Les énergies alternatives, il faut les stocker. Alors, pour une raison extrêmement simple, c'est que pour faire marcher une éolienne, il faut du vent. Pour marcher un panneau solaire, il faut du soleil. Donc déjà, ça ne marche pas partout. C'est-à-dire que si c'est en plein désert du Sahara, le panneau solaire, a priori, ça va bien marcher. Et puis, si tu es sur la côte sauvage en Bretonne, l'éolienne risque de pas marcher parce qu'il y a trop de vent. Quand il y a trop de vent, ça ne marche pas non plus, une éolienne. Enfin, tout ça risque de bien se passer. Alors, déjà, on peut se poser la question. Alors, le panneau solaire, ce que je n'ai pas regardé, c'est le rendement de ce truc-là, parce que c'est quand même pas un rendement énorme. Mais bon, bref, admettons. Enfin, déjà, ça ne marche pas tout le temps, ces choses-là. Donc, imagine qu'il se lève une bonne petite brise la nuit, tu fais marcher ton éolienne, mais t'en fais quoi de ton électricité? Pareil, le panneau solaire, arrivera pas soleil la nuit. Enfin, moi, il fait soleil l'été. L'été, c'est pas forcément là que tu as besoin de beaucoup de courant. Tu as besoin de beaucoup de courant en journée et l'hiver parce que les gens se chauffent. En gros, c'est ça les pics que tu as besoin d'électricité l'hiver et quand les gens se chauffent, et puis la journée quand les électricités elles tournent. C'est pour ça que nous, par exemple, au labo, on a des bobines de 20 MW. Donc 20 MW, pour donner l'idée, c'est à peu près ce qu'on consomme un TGV quand il roule. On a des accords avec EDF, donc on n'a pas le droit de les faire tourner tout le temps. On a le droit de les faire tourner quand ils nous donnent l'autorisation, c'est-à-dire quand on n'a pas trop besoin ailleurs d'électricité. Donc évidemment, si tu as besoin de beaucoup d'électricité et puis qu'il n'y a pas de vent ou c'est la nuit, il n'y a pas de soleil,
t'es un peu embêté, tu vas pas dire aux gens, bah écoutez, je suis désolé, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, bah vous démarrez votre truc un autre jour. Quand c'est une bobine supraconductrice pour faire des expériences de physique fondamentale, bon bah tu dis aux gens, allez boire un café, revenez plus tard. Mais quand c'est pour se chauffer, c'est déjà plus embêtant. Donc toute cette énergie là, alternative, bah, il faut les stocker. Et là, c'est problématique. On arrive au problème du stockage. Parce que finalement, si on met des chiffres, la production totale ne devrait pas forcément être problématique. Alors je dis bien, elle ne devrait pas forcément, parce que les éoliennes, les gens commencent à plus en vouloir chez eux, parce que ça fait du bruit, c'est pas beau, etc. Mais globalement, la quantité totale d'électricité qu'on devrait produire n'est pas forcément problématique. La question, c'est comment la stocker pour la garder au chaud tant qu'on n'en a pas besoin. Alors, le stockage, c'est le problème globalement de ce qu'on appelle des batteries ou des piles. D'accord. Alors, pourquoi ce truc-là est problématique? Ben, les hydrocarbures, donc pour l'essence, etc., ont inventé un système de stockage fabuleux, c'est le pétrole. Le pétrole, ça stocke de l'énergie. Beaucoup. Alors, on peut mettre des chiffres là-dessus, bon, c'est pas forcément passionnant, on va plutôt me donner une image de ce que stocke le pétrole en énergie. Alors allons-y. Pour comprendre la différence, on va donner 3 petites images de ce que stocke le pétrole en termes d'énergie. Là, il faut mettre un peu plus des chiffres. On va donner l'image suivante. Premièrement, je prends ma tour Eiffel. Tu vas voir comme je sais bien faire la tour Eiffel. Je sais pas si tu avais la vue de ta tour Eiffel de chez toi. Tour Eiffel. Et puis là, c'est toi et ta baignoire. Puis tu es dans la baignoire. Tu es dans la baignoire. Et puis, pour te monter, on va faire un petit moteur. Un petit moteur là. Et le but, c'est de te monter en haut de la tour Eiffel. Mais attention, je monte une baignoire pleine. D'accord. Donc on va dire que ça fait une baignoire pleine, elle est 150 kg. Bon, on s'en fout, c'est un exemple. Alors en fait, que tu sois dedans ou pas, ça change pas grand-chose parce que tu as à peu près la même densité que l'eau. Toi ou moi ou tout le monde, on a la même densité que l'eau. Donc que tu sois dans la baignoire ou pas, on s'en fout un peu. Mais c'est plein de flotte, une baignoire. Je sais pas si tu avais une grande baignoire, une petite baignoire, ça change un peu la masse. Enfin, 150 kg, c'est pas trop déconnant. Et puis donc, on a un moteur voilà, qui va monter en haut de la tour Eiffel. Bon. Et puis, tu as une bouteille. Hop. Et tu as 1 litre d'essence. Bien, avec ce litre d'essence, tu vas pouvoir monter. Alors, j'ai pas refait le calcul. À mon avis, le calcul, il est faux, mais il sous-estime la réalité. Bien, je peux monter 80 baignoires pleines en haut de la tour Eiffel. Alors, si quelqu'un lit si quelqu'un, par bonheur, écoute cet enregistrement, il va me dire que j'ai oublié plein de choses, le rendement, le machin, le truc. Enfin bon, l'idée, c'est qu'on monte plusieurs dizaines de baignoires pleines en haut de la tour Eiffel, ce qui serait sympa d'être dans sa baignoire d'eau chaude en haut de la tour Eiffel pour voir Paris, c'est sympa. Voilà, avec simplement 1 litre d'essence. Ben, une bouteille d'1 litre, c'est pas grand-chose.
Maintenant, imagine que tu prennes une pile qui fait 1 litre, une batterie qui fait 1 litre, même avec une batterie lithium-ion machin de 1 litre, bah, tu vas faire marcher ton portable pendant quelques jours. C'est tout ce que tu peux faire avec une batterie comme ça. D'accord? Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu as compris un peu le problème du stockage de l'énergie. La nature nous a donné une façon de stocker l'énergie qui est absolument fabuleuse. Il y a une densité de stockage d'énergie dans un litre d'essence qui est absolument fabuleuse. Alors je vais te redonner un autre exemple, parce que c'est un exemple par contre qui est utilisé, c'est les barrages. Si tu prends 1 mètre cube de flotte, donc 1 mètre cube d'eau, je te rappelle que ça fait 1000 litres. C'est gros 1 mètre cube de flotte. Hein. Non, c'est pas gros, mais ça fait du poids quand même. Puis tu le fais tomber d'1 kilomètre. Kilomètre, c'est beaucoup. Hein. Sur 1 kilomètre, quand tu as fait 1000 mètres de dénivelé en rando, t'es quand même bien séché. Donc tu fais tomber 1 mètre cube d'eau de 1 kilomètre. Eh bien, tu récupères l'énergie contenue dans un demi-litre d'essence. Voilà. Donc tu t'es fait chier à monter 1000 kilos de flotte à 1 kilomètre. Tu as stocké là-haut. Et puis le jour où tu en as besoin, paf, tu lâches tout. Arrivé en bas, tu as récupéré l'équivalent d'énergie qui est stocké dans un demi-litre d'essence. Donc tu vois que la nature t'a fait un truc qui stocke super bien l'énergie, c'est l'essence, le pétrole si tu veux. Ou la troisième chose, et troisième exemple, tu fais mettons un Marseille-Brest, tu vas te faire aller 80 litres d'essence. Donc 80 litres d'essence, c'est que dalle. C'est que dalle en volume. Je sais pas comment ça, tu peux imaginer ça, c'est même pas le volume d'une chaise, hein, si vous voulez. Ou 4 arrêts pour recharger. Et puis 2 tonnes de batterie. Donc voilà, donc là je pense qu'on a bien compris la problématique des énergies alternatives. Le problème des énergies alternatives, c'est pas de fabriquer de l'énergie, c'est de la stocker. On voit très bien qu'actuellement, on ne sait pas stocker de l'énergie de façon efficace. Et alors, quand on a à la télé ou à la radio, on entend les gens se gosser sur les énergies renouvelables, je vais mettre du solaire, je vais mettre du machin, c'est vraiment de la connerie en barre, ça. Parce que le problème, ils peuvent tartiner la planète de panneaux solaires et d'éoliennes, s'ils ne savent pas la stocker, ils n'en feront rien. Ils n'en feront absolument rien. Et ça se voit très bien avec simplement ces 3 petits éléments de comparaison. Si on met des chiffres, on s'aperçoit que ça ne tient pas debout. Alors, il y a quand même, on peut le voir d'une façon un petit peu différente quand même, c'est qu'essentiellement, quand on prend notre essence, une fois qu'on a fini de finir le réservoir d'essence, il n'y a plus rien dedans. Ça paraît con ce que je dis. Une fois que le réservoir est vide, il est vide. Il n'y a plus rien dedans. Dans une batterie, quand on a fini de consommer l'électricité qui est dans une batterie, en fait, il y en a quasiment autant qu'en départ. Ce que je veux dire, c'est qu'une batterie, c'est plein de trucs, des échangeurs, des machins, tout ça. Et ce qui permet vraiment de fabriquer de l'électricité, l'énergie, c'est très très peu de composants dedans. La plupart de ce qu'il y a dans une batterie, c'est des métaux, des machins, c'est des tas de choses qui servent à tout sauf à faire l'électricité. Alors que dans un litre d'essence, toutes les molécules, jusqu'à la dernière molécule qui est dans le litre d'essence dans la bouteille, il va brûler pour fournir de l'énergie. Donc en fait, on a vraiment brûlé 1 litre d'essence. Alors que dans la batterie, finalement, les molécules qui vont donner la réaction, il y en a très peu par rapport au volume de la batterie. Donc ce qui est important à mon avis de retenir, et c'est un problème qu'on voit jamais évoqué, c'est ça, c'est-à-dire finalement, moi je peux faire tartiner la France entière de panneaux solaires. Si je sais pas le stocker, ça sert à rien. Je vois jamais ce problème évoqué. Alors bon, je pense que les journalistes, ils ont rien compris.
ils n'ont jamais fait le calcul. Les hommes politiques, alors c'est ça que je me demande, les hommes politiques, soit ils sont au courant, ils le disent pas, et c'est et vraiment c'est l'escroquerie totale. Soit ils sont pas au courant parce que leurs conseillers leur ont pas expliqué, soit ils ont rien compris. Mais bon, je sais pas pour lequel il faut voter. Voilà, alors maintenant, je vais en venir quand même à mon petit problème, mais c'est la voiture électrique. Pourquoi j'ai décidé de ne pas acheter une voiture électrique? Parce que je pense que c'est une technologie qui est sans avenir. Pour une raison simple. Alors, il suffit de faire une règle de 3 en fait. Bon, je pense qu'ils ne l'ont pas faite. Bon, alors le principe il est simple. En France, il y a 40 millions de voitures. Bon, ça c'est comme ça, c'est une réalité. Mettons que la France, on investit vachement dans la technologie électrique, machin, on remplace 10% du parc de voitures par des voitures électriques. Bon, ça nous fait 4 millions de voitures. Jusque-là, j'ai pas fait grand-chose. Alors, le problème des voitures, c'est que bon an mal an, comme ça a une autonomie de 200 km ou un peu plus, il va falloir les recharger. Bon. Alors, on va dire qu'on les recharge tous les soirs. Bon. Et alors, j'ai regardé un peu les données des constructeurs. Je vais me plonger sur la Zoé, essentiellement. Un chargeur de voiture comme ça, le bas de gamme qui vous propose, c'est 10 kW. Il y en a un à 50 kW, mais il est vachement plus cher. Donc en 10 kW, vous rechargez votre Zoé en 6 heures, je crois, donc à peu près la nuit. Quoi. Voilà. Bon, ça c'est les données de mon problème. J'ai 4 millions de voitures que je vais brancher sur un chargeur de 10 kW. Alors là, il est temps de se souvenir de la devise de Groucho Marx. Un enfant de 5 ans comprendrait ça, amenez-moi un enfant de 5 ans. Donc, combien je vais tirer si je fais ça sur le réseau EDF? C'est facile. J'ai 4 millions de voitures fois 10 kilowatts. Alors, ça me fait combien ça? Alors, on peut le faire peut-être de façon plus ou moins élégante. Mais à la limite, on s'en fout. Ça fait exactement 40 gigawatts. Alors, le chiffre exact, on s'en fout un petit peu. Par contre, ce dont on s'en fout pas, c'est qu'il faut rappeler en France, nos centrales, elles tirent 70 gigawatts. Et alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, parce que quand on regarde ça, on s'aperçoit que, essentiellement, si tout le monde recharge sa Zoé le soir quand il rentre du travail, eh bien, on tire la moitié, plus de la moitié de ce que le réseau français peut délivrer, ce qui est strictement impossible. On ne peut pas tirer la moitié d'électricité juste pour recharger les voitures, à moins qu'on arrête à peu près tout, les usines, les machins, qu'on se mette à faire du feu de bois pour chauffer, et puis ce genre de choses, qu'on fasse plus à manger, enfin voilà. Mais bon, je pense que c'est pas très raisonnable. Globalement, ça va pas se faire comme ça, parce que c'est difficile d'imaginer qu'on arrête tous les transports, les machins, pour qu'on recharge nos petites voitures. Donc en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à conclure. J'ai dessiné son petit ours, comme tu vis dans une grotte. Voilà, où il y a un petit ours là. Hop, le petit ours, il se dit que quand même, ils sont bien gonflés, parce que moi, en changeant ma voiture, je me suis dit, je vais acheter une électrique, parce que j'avais une peur, c'est qu'ils fassent des trucs de plus en plus restrictifs et qui m'empêchent de venir en ville avec une voiture thermique. Et en fait, quand on fait ce petit calcul tout bête, on s'aperçoit que c'est strictement impossible, parce que la voiture électrique, ben, au mieux, s'ils augmentent beaucoup les tranches de centrales nucléaires, bon ça c'est ce qui est prévu, ils vont construire plein de tranches de centrales nucléaires, et ben au mieux, même en augmentant beaucoup les tranches de centrales nucléaires, le parc électrique ne pourra supporter que quelques pourcents de voitures électriques. Donc si effectivement on multiplie par 2 les capacités de
de production de courant en France, on arriverait ici, mettons, à 150 gigawatts. Si on divise, mettons, par 2 selon ce chiffre-là, donc on est à 4 gigawatts de demande d'électricité le soir, on est à 4 gigawatts pour 150 gigawatts. Là, c'est acceptable. Donc à ce moment-là, on serait de l'ordre du pourcent de voitures électriques sur un réseau qui serait bien développé, ça serait gérable. Donc de toute façon, on ne dépassera jamais le pourcent, quelques pourcents de voitures électriques. Et donc, c'est hors de question qu'ils fassent des mesures très restrictives sur les voitures thermiques parce qu'on ne peut pas rouler tous en électrique. Le réseau français n'en est pas capable. Voilà, donc c'était ma petit quart d'heure. Comment, quand on se renseigne, on s'aperçoit que les journalistes nous racontent n'importe quoi, que la plupart de ce qu'on lit dans la presse, ce qu'on écoute dans les journaux, ce qu'on écoute à la radio, pardon, c'est de la connerie en barre, et que dans ce cas-là, c'est absolument flagrant, et qu'en réfléchissant un tout petit peu, on s'en aperçoit. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est un petit peu obligé de mettre des chiffres, et quand on met du chiffre, on s'aperçoit que le diable est dans les détails, et que produire l'électricité, c'est pas compliqué, la stocker, c'est compliqué, et que recharger des voitures, c'est aussi compliqué. Donc, il n'y a pas de solution très simple. Voilà. Et que mon petit ours-ci, il est bien dans sa grotte, parce que lui, il produit pas de gaz à effet de serre, et il est peinard. Voilà. Je t'embrasse bien fort, et le prochain chapitre, ça sera je sais pas quoi. Bon, c'était mon premier tuto sur comment on corrige ce que racontent les journalistes.